Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux pour ce merveilleux user group. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été aussi nombreux. Ça va être aussi le sujet, la recherche à l'ère de l'IA, qui va être une super tendance. Hein. Tu veux que je passe? Ouais, j'ai fait mon disjockey. Merci à Zenica de nous accueillir dans ses locaux. À IntelliJ qui nous fera gagner quelques licences après, si on n'oublie pas, vous nous rappelez. Si dans votre boîte, vous voulez sponsoriser l'événement pour qu'on fasse un peu de pub, contactez-nous. Alors, sponsoriser, c'est surtout pour payer des bières, des trucs comme ça, faire venir nos speakers, ce genre de choses. Zenica qui nous accueille. En fait, pareil, si votre boîte a des locaux, une salle de réunion comme ça, assez grande, et si elle pouvait accueillir le JUG, c'est pareil, ça nous intéresse. Donc, si vous voulez accueillir le JUG, contactez-nous. On est en recherche aussi de locaux pour changer un peu. Alors les événements, très rapidement, alors côté data science, alors je l'ai mis parce qu'il y a des choses liées à l'IA, mais moi je ne comprends pas tout, donc voilà, je laisserai les data scientists aller se renseigner. Donc c'est Lyon Data Science, le 23 mai. Il y a un meet-up AWS, voilà, avec des sujets divers et variés. Il y a une conférence sur la journée, le 18 juin, la Tech and Wine, qui en fait est le regroupement des meet-ups de Craftman, Data Science et AWS, donc avec des sujets toute la journée. Donc il faut s'inscrire, il y a une petite, il faut une petite contribution. Voilà, normalement, on aura une soirée encore, enfin, JUG fin juin, j'ai oublié la date, hein, il faut qu'on cherche une salle d'ailleurs, qui sera aussi liée à l'IA. On va parler de Lang4Chain et de trucs comme ça. Voilà, c'était pas prévu que ça s'enchaîne comme ça, mais voilà, c'est comme ça. Ouais, vas-y, zip. Si vous avez, vu que vous êtes tous nombreux, si vous avez des talks, si vous avez une idée de présentation, si vous voulez présenter ce que vous faites dans votre boîte et les bonnes idées que vous avez eues, ce genre de choses, n'hésitez pas. Si vous êtes allé dans une conf et vous avez vu un super speaker avec une conf super intéressante et que vous aimeriez montrer à tout le monde, c'est pareil, dites-le nous, on essaie de voir si on peut le faire venir. Donc il y a différents moyens de nous contacter, différents les réseaux sociaux et compagnie. Voilà, c'est vrai qu'on rentre le Confluence, tiens. Si vous pouvez mettre un S ici. Ça serait cool. D'accord. Je dis ça. Donc après la presse, on boira un coup. Voilà, c'est fait. Et puis merci à David d'être venu jusqu'à Lyon, d'avoir traversé la France Oui. pour cette visite et venu nous Avec parler plaisir. de recherche à l'ère de l'IA. Je te laisse la parole. Merci. Donc apparemment, vous êtes venu parce qu'il y avait recherche dans le titre. Ou alors il y avait IA. Je sais pas. Je vais faire une photo, c'est pour prouver que je bosse et que je viens pas juste manger de la rosette et boire du vin et tout ça. Donc j'ai besoin de sourire. Attends, il faut que je prenne le meilleur angle possible pour avoir tout le monde. Ouais, j'ai tout le monde, je pense. Non, je t'ai pas. Voilà. Super. Donc oui, on va parler de recherche, d'IA, de la nouvelle ère. Ce que l'arrivée en gros de ChatGPT a fait, comment ça a influencé. Est-ce que ça a eu des influences négatives ou positives pour les moteurs de recherche? Spoiler, positif. Ok. Je ne sais pas si vous avez vu les présentations d'OpenAI, la dernière version de ChatGPT. Ouais, c'est hyper bluffant hein, quand même. Ça me rappelle la présentation que Google avait faite il y a quelques temps. Puis on a vu que c'était du fake. Ben eux, c'était vrai. Ils l'ont vraiment fait. Mais alors la nouvelle présentation de Google, par contre, elle est bien aussi. Honnêtement, ce qu'ils ont sorti aussi, c'est sympa dans ce domaine-là. Je cherche juste oui, ma télécommande. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va avoir un programme où on va parler de la recherche classique et des limitations qu'on a aujourd'hui avec la recherche classique à l'ancienne, peut-être pas à l'ancienne pour tout le monde. Donc l'arrivée des modèles de machine learning, qu'est-ce que ça a fait, quel est l'impact sur cette recherche. Et on va beaucoup se focaliser sur la recherche vectorielle en fait, et comprendre ce que ça veut dire, ce que c'est. Et puis on va voir comment on combine la recherche classique avec la recherche vectorielle pour faire de la recherche hybride
Et ensuite, à la fin, on verra comment ChatGPT, les LLM, ça joue plutôt bien avec Elastic. Alors, pendant la session, de temps en temps, vous verrez un petit bandeau où il y a écrit commercial. Ça veut dire que je vous parlerai d'une fonctionnalité qui est commerciale. Mais sinon, tout le reste, ça sera avec les fonctionnalités gratuites de la suite Elastic. Et notamment les 2 démos que je vous montrerai, c'est qu'avec la version gratuite d'Elastic. Okay. Mais comme ça, vous saurez, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Tout est bon. Alors, vous connaissez peut-être Elasticsearch. Qui connaît Elasticsearch ici? Oh, magnifique, j'adore. Donc, vous savez, c'est pour faire de la recherche. C'est basé sur Apache Lucene, super bibliothèque Java qui a plus de 25 ans d'existence, à laquelle on contribue beaucoup, j'en reparlerai tout à l'heure d'ailleurs, et toutes les nouveautés qui ont été apportées sur la recherche vectorielle, notamment, sont énormément poussées par les équipes Elastic dans Lucene, parce que c'est à l'endroit où il faut que ce soit, c'est vraiment au plus près de la donnée possible, donc c'est dans Lucene que ça se passe très souvent. Alors pour illustrer ce que c'est que la recherche classique, je vais prendre une phrase un petit peu iconique, pour rappeler, ce ne sont pas ces droïdes-là que vous cherchez. Okay. Quand je veux indexer ce type de texte ou chercher ce type de texte avec la recherche habituelle, je passe par ce qu'on appelle une analyse de texte. Donc on passe par un analyseur, et un analyseur c'est composé de différents éléments. Une première couche qui va être du filtrage de caractères, par exemple, c'est optionnel, hein, où on va enlever les balises HTML, pourquoi pas. Un tokenizer, là ici standard, en gros il va découper aux espaces et fabriquer des tokens, donc des tokens pour chacun des termes qu'on a dans la phrase. Puis ensuite des filtres qui vont normaliser, tout mettre en minuscules, ils vont enlever les mots courants de la langue anglaise, les stop words qu'on appelle. Et puis ils vont faire du stemming ou du snowball, c'est trouver les radicaux des mots, les infinitifs des verbes, ce genre de choses. Ou mettre au singulier aussi, des choses comme ça. Et donc cette phrase, quand on l'analyse avec Elasticsearch, avant d'être indexée, ou même quand on recherche, These are not the droids you are looking for devient droid you look. Il y a un problème avec ça, c'est que si je cherche ce sont les droïdes que je cherche, il va me répondre oui, alors que ce ne sont pas les droïdes que je cherche. Donc déjà, d'un point de vue sens et sémantique, on a vraiment perdu une information importante ici. Autre chose, c'est si vous cherchez machine, j'ai indexé droïde, donc ça ne marche pas, c'est pas la même chose. Alors on peut se débrouiller avec des synonymes dans Lucene et dans Elasticsearch, on peut mettre des synonymes, mais bon, il faut les gérer à la main, c'est un petit peu embêtant. Donc l'idéal, ça serait de dire, plutôt que de passer d'une recherche, d'utiliser une recherche littérale, on va passer à une recherche plutôt sémantique. La recherche littérale et la recherche sémantique, c'est complètement différent, c'est 2 modèles qui sont vraiment différents. Le but de tout ça, c'est qu'un jour, on puisse proposer à nos utilisateurs une interface graphique qui soit un petit peu, au lieu de dire « donne-moi les mots-clés dont tu as besoin, dis-moi ce dont tu as besoin », et que nous, on comprenne ce que ça veut dire. Donc, par exemple, au lieu de mettre X-Wing, Starfighter, Squadron, on va dire quels sont l'équipage et les vaisseaux dont j'ai besoin pour détruire une étoile de la mort quasiment finie, ou alors est-ce qu'il n'y aurait pas des secrets, une faiblesse cachée dans les plans de l'étoile noire. Donc quelque chose de plus humain, en tout cas. Alors Elasticsearch, vous savez, c'est fait pour faire de la recherche, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est aussi fait pour faire de la recherche vectorielle. Donc c'est quelque chose qu'on a commencé il y a au moins 4 ans. Et pour tout vous dire, quand mes collègues ont sorti ça, j'ai dit « mais qu'est-ce qu'ils font? Je ne comprends pas. Pourquoi ils font ça? C'est quoi l'intérêt ?» Quand j'ai vu arriver les LLM, ChatGPT et compagnie, j'ai dit « ah mon Dieu, on est prêt, c'est super !» En fait, je n'avais pas compris ce que vous faisiez, mais c'est super. Alors on va commencer par dire qu'est-ce qu'un vecteur? Qui a déjà vu ce film? Il y a des gens qui ont plus de 40 ans, 50 ans, ouais, c'est ça. Bon, comme moi. J'adore ce film. Alors, qu'est-ce qu'un vecteur? Un vecteur, ça va permettre de représenter vos données suivant certaines caractéristiques, certaines dimensions. Je parlerai de temps en temps d'embeddings et de vecteurs, c'est un petit peu le même terme, c'est la même chose, on va dire. Alors, par exemple, ici, j'ai ma princesse Leia qui est à gauche, et je veux caractériser si elle est plutôt réaliste ou cartoon. Et Dark Vador qui est plutôt à droite sur mon axe. Donc les coordonnées de Leia, c'est -1, les coordonnées de Dark Vador, c'est +1. Donc évidemment, on veut représenter plus de dimensions que ça, donc on peut rajouter d'autres caractéristiques à nos données. On va dire, OK, maintenant je veux caractériser, est-ce que c'est une machine ou est-ce que c'est un humain? Bon, les coordonnées du vecteur Leia, du coup, ça va être -1 parce que c'est réaliste, et +1 parce que c'est humain, et Dark Vador, coupé en 2, donc on va mettre 0 pour le côté machine. Et là-dessus, évidemment, on va rajouter d'autres données, donc on va dire, tiens, on va rajouter Luke, qui, lui, est en 0,8 parce qu'il a la main coupée, donc on enlève un petit peu d'humain.
Et puis on va rajouter les autres aussi. Ici, une machine qui est réaliste, et puis à droite, un Obi-Wan Kenobi qui est complètement humain. Le but de tout ça, c'est de faire de la recherche, évidemment. Donc je veux chercher ça, cette chose. D'après vous, comme ça, qu'est-ce qui va être l'objet, enfin la donnée la plus proche de ce personnage? La princesse Leia, ouais. Effectivement, la princesse Leia, elle sort en premier. Ensuite, ça devrait être Luke, d'accord? Après, Ça va éviter le robot Obi-Wan. ben, on ne sait pas trop hein, si ça va être le robot ou Obi-Wan. Effectivement, ça va être l'un des deux. Bon, j'ai choisi arbitrairement Obi-Wan, mais bon, ça aurait pu être le robot qui sort en premier. En tout cas, on sait qu'à l'opposé, on a Dark Vador. Ok, c'est ça. Et donc la recherche vectorielle, ça va être ça, sauf qu'au lieu de voir 2 dimensions, ici j'en ai 2, ben, il y en a des milliers. Okay, donc c'est un petit peu plus complexe. On verra tout à l'heure que là, vous avez été capable de me répondre parce que visuellement, vous saviez hein, où mettre le vecteur et tout. Mais la machine, elle ne voit pas visuellement, elle calcule. Donc on verra qu'il y a des calculs derrière tout ça. Alors ce qui va être intéressant, c'est de trouver le bon modèle de machine learning qui vous permet de générer ces vecteurs. Ici, là, donc effectivement, je rentre une image et ça me sort un vecteur qui a ses coordonnées. Okay, ben, j'ai un modèle qui m'a permis de faire ce calcul. Donc comment on choisit notre modèle? On va partir, je vous conseille de partir sur des modèles sur étagère, sur Hugging Face, vous avez tout un tas de modèles pour faire plein de choses. Donc prenez déjà des modèles sur étagère. Par exemple, si vous faites de la langue française, Microsoft E5, il est pas mal pour la langue française. Si vous voulez traiter des images, OpenAI Eclipse, ça peut être pas mal. Si ça ne vous suffit pas, si la recherche que vous obtenez ne vous convient pas, vous pouvez faire du scoring hybride, ça on verra tout ça tout à l'heure pendant la présentation, voire même, et alors là il faut avoir des data scientists dans vos équipes, il faut fabriquer votre propre modèle qui correspond exactement à votre cas d'utilisation et à ce que vous voulez faire. En passant, attention au modèle que vous utilisez, parce que des fois entre l'entraînement et le cas réel, c'est peut-être pas la même chose. Si vous vous êtes entraîné tous les jours pour courir 100 mètres, à la fin de l'année, si vous allez faire un marathon, il y a de fortes chances que vous vous plantiez. Parce que vous n'êtes pas entraîné pour le bon cas pratique. Okay, donc le choix du modèle est super important. Hein. Pour moi, il n'y a pas de modèle qui miraculeusement va répondre à tous les cas d'utilisation. C'est pas ça, il faut vraiment tester. Alors une fois qu'on a trouvé notre modèle, comment on fait pour faire de la recherche vectorielle? L'idée c'est qu'on a des données en entrée, ça peut être des documents, du texte, des JSON, des images, de l'audio, qu'importe. On utilise notre modèle de machine learning et notre document, par exemple, on va le transformer en représentation vectorielle, donc les embeddings. Ce sont des valeurs numériques qui représentent les vecteurs dont je parlais tout à l'heure. De l'autre côté, quand on va vouloir faire une recherche, on va faire exactement la même chose. On va passer par le même modèle de machine learning qu'on avait utilisé lors de l'indexation pour avoir un truc cohérent. Donc notre requête, on lui fait faire de la transformation en embeddings. On a un vecteur, une représentation du vecteur. Et l'idée, c'est de trouver quel est le vecteur le plus proche. Le truc que vous avez fait mentalement tout à l'heure avec Han Solo en disant « Ok, c'est celui-là le plus proche ». Bon, on fait la même chose dans la machine et on affiche les résultats. Alors, comment on indexe les vecteurs? Bon, vous avez déjà fait de l'Elasticsearch, la plupart d'entre vous, donc l'API Elasticsearch, de base, elle est assez simple. Hein, j'ai un document à indexer, donc là, c'est un document d'un site marchand, on va dire, où j'ai du texte, et puis il y a certaines données qui sont structurées. J'envoie mon document vers un index, pas exactement cette API-là, mais en gros, vous avez compris le principe. J'envoie mon document à indexer, et dans ce document, j'ai mon champ texte, typiquement, et puis, qui est non structuré, et puis ici, des valeurs structurées, pourquoi pas. Quand on veut faire l'application d'un modèle pour travailler et calculer des embeddings, ce qu'on peut faire, c'est au lieu d'envoyer notre document à Elasticsearch, on l'envoie vers un service, ça peut être Python. Vous pouvez faire ça en Java, on est sur un user group Java, donc vous pouvez utiliser LangChain4j, donc ça tombe bien, vous aurez une présentation la prochaine fois en juin sur le sujet, pourquoi pas. Donc vous générez les embeddings, et les embeddings c'est ça. Et sur mon champ description par exemple, voilà le vecteur que j'ai calculé, donc les valeurs numériques qui représentent le vecteur. Et je poste ce document-là à Elasticsearch. Je peux faire ça aussi pour l'image. Vous trouvez un modèle qui va bien et vous calculez une représentation vectorielle de votre image et vous l'indexez dans Elasticsearch. Avec la version payante, commerciale,
vous pouvez demander au nœud de machine learning Elasticsearch d'embarquer votre modèle. Vous chargez votre modèle dans Elasticsearch et nous, on va faire l'inférence à la volée quand vous indexez. En même temps, on va faire l'inférence et vous n'avez pas besoin d'avoir un service tiers à utiliser. C'est dans la version payante. Alors attention, par contre, c'est limité. On ne fait que le texte, nous, pour l'instant. On ne fait pas le côté binaire, on ne fait pas les images, l'audio et tout ça. On ne fait pas. Pour l'instant. Comment on charge le modèle? Vous allez dans Hugging Face, vous trouvez le modèle qui correspond au cas d'utilisation sur lequel vous voulez bosser. Donc par exemple celui-là. On a un petit outil qui s'appelle Eland. Il y a aussi une image Docker pour ça. Vous dites, voilà, je vais t'envoyer vers un cluster ce modèle qui vient de Hugging Face. Et le type de tâche que ce modèle est capable de faire, c'est du text embedding. Donc c'est la génération de vecteurs qui représentent un texte. C'est ce que ça veut dire. On sait faire d'autres tâches, je vais vous montrer ça dans le slide juste après. Et puis vous démarrez et voilà. Et vous avez ça. Donc les types de modèles qu'on supporte, il y a toute une liste qui est avec le lien qui est proposé en bas. Mais voilà, tout un tas de modèles. Donc text embedding, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, génération de vecteurs qui représentent le texte que vous avez envoyé. Ça va être par exemple de texte classification, c'est l'analyse de sentiments par exemple, ça va être là-dedans. Okay. En reconnaissance d'entités nommées, dans un texte, est-ce que j'ai des villes, des personnes, etc. Et donc ça va vous extraire ces informations-là sous forme de tableau. Voilà, plein d'autres choses. Alors comment on cherche les vecteurs? On a indexé, comment on les cherche maintenant? C'est assez simple aussi, si vous connaissez Elasticsearch, vous allez reconnaître un petit peu vos trucs. Donc j'ai du texte. Je vais le faire passer par le même script Python que j'avais tout à l'heure, avec le même modèle de machine learning. Ça va me générer un vecteur qui représente mon texte, ici. Et je vais lui faire exécuter une requête qui est un peu différente de ce qu'on faisait d'habitude. C'est une requête KNN, qui est une recherche vectorielle, okay, où je lui passe mon champ et sur quel champ je veux travailler. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on est dans Elasticsearch. Et comme on est dans Elasticsearch, on a accès à tout ce que vous savez faire déjà d'Elasticsearch. Du filtrage. Je peux filtrer mes documents, de la pagination, des agrégations sur les résultats. Enfin, tout ça, vous l'avez nativement, en fait, avec le moteur de recherche. Dans la version payante, c'est le même principe, hein, sauf qu'au lieu de faire vous-même le calcul de l'embedding, vous dites applique tel modèle, voici mon texte, et il génère les vecteurs pour vous. Et c'est exactement le même principe. Donc pour faire de la recherche vectorielle, les composants dont vous avez besoin, c'est une partie recherche. Chez nous, c'est une requête de type KNN. Une possibilité d'indexer vos documents. Dans le mapping, vous allez voir dans l'exemple, c'est ce qu'on appelle les dense vectors dans notre mapping. Et puis, la possibilité de générer les embeddings. Donc ça soit vous faites ça à l'extérieur, vous pouvez appeler un truc genre OpenEI pour faire de l'embedding à l'extérieur si vous voulez récupérer votre tableau de vecteurs. Et voilà. Soit vous le faites en local, vous pouvez faire du Ollama, pourquoi pas, ou dans Elasticsearch avec la version payante. C'est bon pour les photos. Alors comment ça marche en vrai? Parce que tout à l'heure on a dit visuellement, vous avez vu le truc. Hein, c'est ok, facile. Donc on va prendre mes deux documents, j'ai Leia et j'ai Luc, et je veux chercher Han Solo. Ce que je dois faire, c'est trouver en fait les vecteurs les plus proches, c'est ceux qui ont l'angle le plus faible finalement. Il faut faire un petit peu de maths, il faut faire du cosinus. Alors je m'en rappelais plus, hein, ça fait longtemps que j'ai quitté l'école. Ça se voit pas, évidemment, mais ça fait longtemps que j'ai quitté l'école. Et donc, on va calculer un score qui va être calculé comme ça, c'est 1 plus le cosinus divisé par 2. Et comme je me rappelais plus de mes cours, j'ai essayé de comprendre un peu ce que c'était. Donc, quand l'angle est proche de 0, le cosinus va être proche de 1. Okay, on va des vecteurs donc similaires. Et dans ce cas-là, 1 plus 1 divisé par 2 égale 1. J'ai un score qui est égal à 1. Quand j'ai des vecteurs qui sont orthogonaux, j'ai un angle qui est proche de 0, 1 plus 0 divisé par 2 égale 0,5. Et quand j'ai des vecteurs opposés, j'ai un score, un cosinus qui est égal à moins 1, 1 moins 1 égale 0, divisé par 2 égale 0. Okay. Donc mon score, en fait, il va se balader entre 0 et 1. 1, on va dire que c'est parfait, vecteur confondu. 0, c'est vecteur opposé. D'accord ? C'est assez simple, finalement, sauf que ça se fait sur des milliers de dimensions. Et le principe, c'est ça. Alors ça, c'est une implémentation type cosinus. On ne tient pas compte de la longueur du vecteur. Typiquement, on tient compte juste de l'angle. Peut-être que pour votre cas d'utilisation, la longueur du vecteur a de l'importance. Donc pour ça, vous pouvez utiliser d'autres méthodes. Il y en a une autre qui s'appelle dot product.
Donc vous choisissez dans Elasticsearch l'implémentation que vous voulez. Et en gros, l'idée, c'est qu'on prend le vecteur qu'on recherche et on le rabat avec le cosinus, on le normalise sur l'autre vecteur, et puis ensuite on fait la multiplication, et voilà, et ça nous donne l'information qu'on souhaite. Pour l'anecdote, à mon fils, en début de semaine, il est en première, et il avait eu une interro de maths, il s'est planté, et c'était sur les dot products, justement. Et il m'a dit, je me suis planté parce que je comprends pas à quoi ça sert, je vois pas l'intérêt de ce truc. Bouge pas, je te sors mes slides, je vais t'expliquer comment ça marche dans le moteur de recherche, et peut-être, j'espère qu'il a compris maintenant, je sais pas. Tu me vois, Max, c'est pour toi. Une autre méthode qu'on a dans Elasticsearch, il y en a une quatrième, mais je me rappelle plus du nom, elle est sortie il n'y a pas très longtemps, et donc je ne l'ai pas rajoutée pour l'instant. Mais donc une autre méthode qu'on a, c'est L de norme, où en gros on va vraiment prendre les coordonnées de chacun des points, et puis on va faire ce calcul de la L de norme, qui est en gros la distance entre les points, et on va calculer un score avec ça. Alors on a un petit peu optimisé, parce que le L de norme, c'est normalement une racine carrée de la somme des points, il y a beaucoup de points. Bon, là on évite la racine carrée en faisant un carré, mais en gros la tendance va rester la même, quoi. C'est à peu près une petite optimisation qu'on a faite. Quand on a commencé l'implémentation de la recherche vectorielle dans Elasticsearch, quand on faisait de la recherche, on faisait du brute force. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait le vecteur qu'on cherchait et on allait comparer avec tous les vecteurs un à un et calculer les cosinus et blablabla. C'était lent. Ça prenait beaucoup de temps. C'était très long. Ça donnait un résultat, mais long. Est sorti un papier qui a été implémenté du coup dans Lucene, qui s'appelle HNSW, qui permet d'avoir une approche par couche. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller itérer tous les vecteurs, en fait, on va par couche trouver quels sont les vecteurs les plus proches de celui qu'on est en train de chercher, et ensuite on va faire du calcul de cosinus sur ce qui reste, pour éviter de tout faire. Donc c'est l'idée. Il est possible qu'on rate d'ailleurs quelques vecteurs, peut-être que ce vecteur-là, dans cette couche, qui nous paraît loin au niveau de la couche, mais finalement peut-être qu'il était proche et qu'on aurait dû le prendre en compte. Donc on perd un petit peu peut-être de pertinence, mais très peu. Par contre, on gagne énormément en vitesse. Et alors ce qu'on a fait, on a même fait une implémentation qui est adaptative et dynamique, c'est-à-dire que comme on sait à l'avance par quel nombre de documents on va pouvoir passer, puisqu'on a des filtres dans Elasticsearch, donc peut-être qu'on ne va pas faire tous les vecteurs. Si l'ensemble des vecteurs qu'on doit comparer est suffisamment faible, bah, du coup on va faire du cosinus, donc très précis. Et par contre, si à un moment on se dit bah non, là ça va prendre trop de temps de tous les faire, on va passer par HNSW. Voilà, c'est le truc. Alors je dis qu'on contribuait pas mal à Lucene, et donc dans Elasticsearch aussi ça a un impact. Donc ma collègue a rajouté des possibilités d'augmenter le nombre de vecteurs qu'on gère. Donc on est maintenant à 4096 dimensions pour les vecteurs, pas le nombre de vecteurs, pardon, le nombre de dimensions pour chaque vecteur qu'on gère. Donc on est à 4096 dimensions maintenant supportées dans Lucene et dans Elasticsearch. Donc voilà, ce qui est plutôt bien. Ça ne veut pas dire, parce que vous avez 4096 dimensions, que vous devez les utiliser. Parce que tout ça, ça a un coût. Alors pas de licence, un coût de mémoire, notamment. Pour pouvoir faire ces recherches, tout ce graphe que j'ai montré, la HSNW, hein, en fait, on le stocke en mémoire. Et on le stocke off-heap. Donc heureusement, c'est bon, on n'est pas limité par la JVM. Mais ça requiert quand même pas mal de mémoire pour tourner de façon efficace, ce truc-là. Donc voilà, ça a un coût. Donc plus vous allez augmenter le nombre de dimensions, et ben plus ça va nécessiter de mémoire. C'est aussi simple que ça. Aussi, ce qui va se passer, c'est que l'indexation va être plus lente. Alors déjà, pourquoi ? Vous avez vu, on envoie un tableau de vecteurs à l'indexation. Donc déjà, à travers le réseau, on envoie un truc qui peut être très très grand. Et puis le temps d'indexer ça aussi, ça prend du temps. Et aussi ce qu'on appelle les merges des segments dans Lucene, qui sont des mini-index, si vous voulez, à l'intérieur d'un index. De temps en temps, enfin, on a ces structures de fichiers qui sont immutables, et régulièrement, on va les fusionner ensemble pour faire des plus gros segments qui sont eux aussi à nouveau immutables. Et immutable ou immuable ? Immuable, en français, immuable. Et donc, comme il y a beaucoup de données à fusionner, à chaque fois encore plus de données, avec toutes ces structures vectorielles, ça prend du temps. Alors on a beaucoup amélioré quand même le merge maintenant dans Lucene, on a fait
pas mal d'améliorations, c'est un peu plus smart que ce qu'on faisait avant, mais ça prend quand même encore un peu de temps. Alors, bonne pratique, évitez de faire de la recherche pendant que vous indexez. Donc vous pouvez vous en sortir avec Elasticsearch avec ce qu'on appelle les alias. Les alias, c'est des pointeurs vers des index concrets. Donc votre prod, elle recherche vers un index qui est là. À côté, vous créez votre nouvel index, sur une autre machine éventuellement, pourquoi pas. Vous faites votre réindexation de votre dataset avec vos modèles et compagnie. Et puis quand vous avez fini, vous faites un switch de l'alias et ça y est, la prod est à nouveau sur la nouvelle version. Ça peut être une bonne pratique. On verra ça dans la démo. Faites l'exclusion des vecteurs du champ source. Le champ source, c'est le champ qui est renvoyé à l'utilisateur quand vous faites une requête. Notamment, on renvoie les 10 premiers documents. Nous, si vous renvoyez les vecteurs, ça va vous prendre de la bande passante à travers le réseau, parce que vous allez renvoyer de la donnée qui vraisemblablement ne vous sert à rien. L'utilisateur, il s'en fout des valeurs qu'il y a dans les vecteurs, normalement. Et puis, alors, réduisez le nombre de dimensions du vecteur, on va voir ça, et utilisez des octets plutôt que des flottants. Alors, le but, c'est toujours essayer de réduire la pression mémoire. Par défaut, si vous indexez, jusqu'à la version précédente d'ailleurs d'Elasticsearch, la 8.12, si vous indexiez des vecteurs avec des chiffres en virgule flottante, ce que faisait Elasticsearch, c'est qu'il utilisait des flottants, donc des 4 octets par valeur que vous donnez dans le vecteur. Peut-être que si vous normalisez vos flottants entre moins 127 et plus 128, avec des entiers, vous aurez toujours la même qualité dans la réponse de votre moteur de recherche, mais par contre, vous aurez gagné, au lieu de 4 octets, vous en indexez plus qu'un. Donc c'est ce qu'on appelle la quantisation dans Elasticsearch, c'est de dire, OK, on va diminuer, on va passer sur un seul octet. Donc maintenant, on fait ça en automatique. Dans la version 8.13, vous nous envoyez des flottants. Par défaut, on va faire de la quantisation pour vous. Vous pouvez le débrider si vous voulez, mais parce que nous, on a trouvé que ça donnait plutôt un bon résultat, sans trop perdre en signification. Ce truc qui s'allume tout seul. Et on travaille même sur de la quantisation binaire, donc des bits, cette fois au lieu de faire des octets. Pareil, nombre de dimensions, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous n'avez peut-être pas besoin de toutes ces colonnes, toutes ces dimensions qui sont fournies par la sortie de votre modèle de machine learning. Peut-être qu'il y a des choses qui servent à rien. Donc ça, on n'a pas de truc magique, mais si vous pouvez le faire, réduire le nombre de dimensions, c'est pareil, vous allez réduire la pression mémoire et donc ça sera mieux pour votre système, vous pourrez en faire plus. Alors, vous ne laissez pas abuser par les concours, les pins des benchmarks. Testez avec vos vrais datasets, y compris les nôtres, hein, on a des benchmarks aussi, mais voilà, faites vos propres benchmarks pour vous faire une idée. Voilà, parce que ça peut donner des résultats un petit peu surprenants. Alors on publie d'ailleurs nos benchmarks sur un site qui publie tous les benchmarks des recherches, moteurs de recherche vectoriels. En gros, ça montre quoi? Ça montre que Lucene, d'une manière générale, il n'est pas trop mal placé. Il n'est pas le premier dans la liste le plus performant, mais il est quand même dans le top des moteurs de recherche vectoriels. Et ce qui est pas mal pour quelque chose qui tourne sur une JVM. Nous, on n'a pas accès au CPU, on n'a pas accès au GPU, on n'a pas accès aux ressources directes pour l'instant. Dans la prochaine version de Java, c'est déjà, ça peut s'activer ce truc-là, mais on va pouvoir accéder à des ressources matérielles, faire directement du binding avec d'autres process, et je pense que ça va amener beaucoup de choses, ce truc-là. Donc pour l'instant, c'est plutôt honorable. En tout cas, le résultat. Alors, on a vu Elasticsearch pour la recherche vectorielle, mais du coup, peut-être qu'on veut combiner tout ça et faire de la recherche hybride. Hybride, ça consiste en quoi? J'avais de la recherche basée sur les termes, ma recherche tout à l'heure mot à mot. Je veux combiner ça avec ma recherche sémantique, vectorielle, ou sur des images, ou pourquoi pas. Donc, je veux combiner tout ça pour arriver à montrer les documents que je cherche. Comment on fait? On fait une requête. Donc qui est, ici j'ai mis une requête booléenne avec un must, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être un should, qu'importe. Et je veux obligatoirement que ça matche sur le champ description avec le texte summer clause. Donc là je fais une recherche à l'ancienne, lexicale. Et j'ai boosté le résultat par 0,9. J'aurais peut-être pas dû d'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre 0,1 ici.
Donc ça veut dire quoi? Booster le résultat par 0,9, c'est que le score en sortie de cette partie-là est multiplié par 0,9. Je diminue un petit peu le score. Et puis je couple ça avec ma recherche vectorielle, ma recherche KNN qu'on a vue tout à l'heure. Là, pareil, sur le même, alors c'est pas sur le même texte, mais sur la représentation vectorielle du texte qui s'appelle description, je vais lui passer ma requête qui est peut-être le même texte, ou ça peut être autre chose, hein, mais pourquoi pas ici, ça va être le même texte. Donc je vais avoir soit une vue vectorielle, soit une vue littérale, ou les deux combinés. Alors celle-là, je l'ai multipliée par 0,1, ce qui, à mon avis, est une mauvaise idée, et on le verra tout à l'heure dans un autre slide, parce que j'ai dit que la recherche vectorielle va entre 0 et 1, or que celle-là, elle peut aller entre 0 et 2000. Donc j'aurais peut-être dû faire l'inverse, 0, 0, 1 ici, et puis 0, 9. Mais ça peut être compliqué hein, de trouver le bon niveau de boost pour votre carte. Mais on verra qu'il y a une solution pour ça. En passant, je vous montre ici une possibilité. Dans sa recherche KNN, on peut rajouter ici un filtre à l'intérieur, donc il y a un pré-filtre. Et ça va être super utile. Si vous savez que vous êtes sur le département pour les femmes, c'est pas la peine d'aller regarder tous les vecteurs de votre dataset. Peut-être que vous pouvez limiter et gagner du temps d'exécution pour le coup. Puis après, des filtres classiques, comment ça les faire. Donc un autre type de recherche combinée. Ici, je recherche sur mon text Summer Clothes, pourquoi pas. Mais aussi, je combine avec une recherche sur une image. Et ça, c'est une représentation d'une image. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, mais c'est une représentation d'une autre image. Pourquoi pas. Et puis éventuellement sur le titre. Alors que là, c'était sur description. Voilà, mais on peut combiner. Faites ce que vous voulez. En parlant de recherche vectorielle, machine learning et tout ça, nous, on a sorti notre propre modèle. Alors, ouais, tous les jours à cette heure-là, en ce moment, j'ai ce message qui apparaît. Merci. Merci Elastic. Oui, je dois faire la mise à jour, mais je ne veux pas le faire avant une présentation. Je me refuse à ça. Et donc, on a sorti un nouveau modèle de machine learning qui s'appelle ELSER, donc qui est dans la version commerciale, qui tourne dans nos nœuds de machine learning. Et alors, ça se comporte différemment. Ça fabrique pas des vecteurs denses, comme on a vu tout à l'heure, qui sont des tableaux avec juste des valeurs numériques, mais ça fabrique des vecteurs éparses. Donc, c'est pas tout à fait la recherche lexicale, mais c'est un peu comme la recherche lexicale. Je vais vous montrer ça avec un exemple et vous allez comprendre un petit peu mieux. Et c'est stocké dans l'index inversé, le résultat de ça est stocké dans l'index inversé, et après on fait des requêtes de type texte expansion. Je vais vous montrer ça. Alors comment ça marche concrètement? Vous dites, c'est une nouvelle API qui est sortie, ça, je veux te déposer une capacité à faire de l'inférence qui va être responsable pour faire du sparse embedding. Sparse embedding, c'est ce que j'ai dit, modèle éparse. Et voici le nom du modèle que je vais te communiquer. Et donc c'est là où on définit les identifiants du service. Donc là c'est le service ELSER, donc lui il sait que ça va être le modèle de machine learning ELSER qui est pré-embarqué dans Elasticsearch, avec éventuellement des settings. Mais on peut faire aussi maintenant de l'inférence, je vous ai dit ça tout à l'heure, on peut aller chercher d'autres modèles qui sont à l'extérieur. Vous avez une clé OpenAI, et vous avez un service qui sait faire du text embedding. Alors, faire une représentation de votre texte sous forme d'embeddings, vous allez pouvoir faire de l'inférence aussi dans Elasticsearch avec ça. Ou alors Hugging Face, pourquoi pas. Donc, comment ça marche le truc ELSER? Je peux appeler ici mon endpoint d'inférence pour faire du sparse embedding avec le modèle que j'ai défini précédemment. Et puis je lui passe mon texte. Ce qui va me produire en sortie, c'est ça. Alors en fait, ce sont des vecteurs, mais moi j'aime bien illustrer ça en disant c'est comme si j'avais fait dynamiquement une liste de synonymes, mais une liste de synonymes pondérée. Okay. Donc les termes ont plus ou moins d'importance dans ce que je vais rejouer. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et comme c'est des termes, on bosse sur des termes, Lucene est très très rapide sur les termes, et donc c'est beaucoup plus rapide que la recherche KNN classique. Mais on pourrait aussi combiner tout ça, pourquoi pas? Donc la recherche sur les termes, la recherche vectorielle, la recherche avec ELSER, donc texte expansion, on peut essayer de combiner tout ça. Et si on combine tout ça, on va avoir le même problème qu'on avait vu tout à l'heure avec les boosts. Comment je vais booster, lequel il faut que je mette, plus ou moins, donc c'est un peu compliqué. Donc à la place, ce qu'on vous propose, c'est quelque chose qui s'appelle RRF, qui vous permet de combiner les différents algorithmes de recherche sans tenir compte du score en fait. Alors comment ça marche ce truc? On va lui définir, alors ça c'est un petit peu nouveau, vous n'avez sans doute pas vu ça, des sous-recherches où on met un tableau de toutes les queries qu'on veut exécuter. Donc par exemple, cette première recherche,
match ici, qui est du BM25 classique, donc la recherche littérale. Dessous, ma recherche type texte expansion, là où je vais faire appel à Elser en disant ok, vas-y, génère-moi l'expansion de mon texte et puis trouve-moi les synonymes pondérés, on va dire. Ok. Alors pourquoi on fait ce sub-search? C'est parce qu'on doit être capable de trouver l'ensemble des documents qui reviennent pour cette partie-là et pour cette partie-là, de façon très différente. Alors que si on n'avait pas fait de sub-search, tout serait mélangé et on n'aurait pas ce détail. Ma recherche KNN classique vectorielle. Et puis derrière, je vais dire, tu vas faire du ranking, le RRF, pour faire mon ranking hybride. Comment ça marche? On va prendre 2 algorithmes de ranking, pas 3, c'est pas la peine. Le premier algorithme de ranking, il me donne mes documents suite à une requête comme ça. Donc j'ai le A, le B, le C, le D et le E qui sortent, avec des scores qui sont entre 0, 0, 1 et 1. Vraisemblablement, c'est ma recherche vectorielle, qui va entre 0 et 1. Et puis j'ai un autre algorithme de ranking. Alors là, je pense que c'est plutôt le BM25 littéral, où j'ai des scores entre 183 et 1341. Oui, ok. Donc si je faisais du boost classique, si celui-là, je le multiplie par 1341, par exemple, pour essayer d'avoir à peu près le même niveau que celui-là, 0,7 fois 1341, peut-être que je vais écraser d'autres documents que je ne vais plus voir derrière, hein, parce que ça ne va pas correspondre. Donc à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on dit, allez, on oublie les scores. Ce qui va nous intéresser, c'est les rangs de chacun des documents pour chacun des algorithmes de recherche. Et donc on a une petite formule mathématique qui, moi, comme ça, à chaque fois, ça me fait mal, je ne me rappelle plus, et en fait, c'est simple. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on demande juste pour chaque algorithme de ranking quel est le rang du document. Le A, il est premier, deuxième pour le B, troisième le C, etc. Et puis on rajoute une valeur. On a mis 60, c'est une bonne valeur par défaut, ne me demandez pas pourquoi, mais elle est plutôt bonne. Vous pouvez la changer évidemment, mais bon, 60 ça marche bien. Donc on fait celui-là, donc c'est 61, 62, 63, etc. Vous avez compris. On fait la même chose pour l'autre. Quel est le rang de chaque document? Donc cette fois, le document C qui était ici au rang 3, maintenant il se retrouve au rang 1 dans cet algorithme-là. Donc du coup, sa valeur, c'est 61, 62, 63, 64, 65. Et puis on fait l'ajout des 1 sur 61 plus 1 sur 62 égale cette valeur. Et du coup, c'est comme ça qu'on refait notre tri. Donc du coup, la notion de score a plus du tout d'importance. Ce qui est important, c'est est-ce qu'un document, il sort assez haut dans les 2 algorithmes? Si oui, alors vas-y, ressors-le, celui-là il est important. Donc ça peut être utile pour vous. Ce truc-là, c'est dans la version commerciale. Il n'y a pas le petit bandeau là qui manque, mais c'est dans la version commerciale. À Devox France, je ne devrais pas le dire, je suis enregistré, mais bon, tant pis. À Devox France, il y a Mathilde et puis son collègue de Joli-Moi qui ont fait un talk sur leur implémentation du RRF à l'extérieur d'Elasticsearch pour se passer de la licence élastique. Les commerciaux, même pas chez Elastic, hein, je sais. D'accord, super. Alors, il manque un truc. Pourquoi j'ai perdu le son? Ça s'est éteint peut-être, ce truc-là. Si, je pense que c'était éteint. Ouais, c'était éteint. Mais ouais. Non, parce que là, du coup, vous ratez tout. Ah, attendez, est-ce que je suis connecté? Il faut qu'on ait du son pour mes démos. Ici? Oui, cette fois, je suis connecté. Ok. On y va, on retourne. Juste pour savoir si vous êtes réveillé. Allô? Ah. C'est mon podcast, j'adore mixer. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je suis à Lyon, c'est que ce week-end, j'ai fait un mix à Lyon, enfin pas très loin de Lyon, pour le mariage d'un pote, qui est tapis dans la voiture. Donc si vous êtes intéressé par house, funk, disco, voilà, un truc un peu ma génération, quoi, en fait. Hein, mais... Donc vous pouvez lire mon podcast. Qu'est-ce que je veux vous dire là-dessus? Ah oui, et donc du coup, ça a été l'occasion aussi de préparer une démo qui est en lien avec la musique. Donc l'idée, c'est de dire, j'ai des fichiers audio sur mon ordinateur, je vais les faire passer, alors c'est pas un spectrogramme, c'est pas ça, par un modèle de machine learning qui va me générer des embeddings. Ces embeddings, je vais indexer ça dans Elasticsearch. Et après, je vais faire... Alors je vais pas le faire, j'ai déjà un fichier audio qui est préenregistré, mais en gros, c'est ça l'idée. Mais c'est un peu ça. Je lui fais passer par le même modèle de machine learning qu'on avait vu, ça me génère les embeddings, je fais ma recherche vectorielle KNN et je ramène les résultats. Okay. C'est ça le principe de la démo. Alors allons-y. C'est où?
C'est là. C'est bon, vous voyez bien? Ouais, parfait. Alors j'espère que ça fonctionne toujours, que c'est connecté. J'ai quelques settings qui sont déclarés, j'ai importé des librairies. Et surtout, toute la partie intelligente, elle n'est pas dans Elasticsearch. Elle est dans le modèle de machine learning. D'accord ? Donc là, j'ai choisi un modèle que j'ai préchargé avant. Et c'est comme ça que je le charge. C'est ce modèle-là que je charge. Et c'est vraiment là, ça va être important, ce qui va se passer. Je vais donc me connecter avec mon Elasticsearch. Je vérifie que ça marche toujours. Oui, c'est bon. Donc on est connecté avec la version 8.13.4, qui normalement est la dernière, sauf s'ils ont fait encore une release depuis. Je vais créer mon index Elasticsearch. Alors j'efface l'index qui existe et je recrée un nouveau. C'est ce que je fais tout dessous là. J'efface, voilà, et je recrée un nouveau. Qu'est-ce que j'ai mis dans cet index? Voici les settings. J'ai fait des trucs très classiques. J'ai un champ genre, ça va être type texte pour faire du full text search. J'ai une date. J'ai un champ keyword pour faire du filtrage, des agrégations, du tri, etc. Mais surtout, j'ai un champ audio embedding. Je veux faire des vecteurs denses. Voilà le nombre de dimensions en sortie de mon algorithme de machine learning. J'en ai 2048. La similarité que je veux, c'est du cosinus. Alors ces deux valeurs-là, par défaut, on le fait. Et même maintenant, même vous pouvez enlever tout ça et on va reconnaître que vous envoyez un tableau de vecteurs et on va vous mettre automatiquement le mapping qu'il faut. Je vous conseille quand même de forcer le mapping. C'est toujours le truc dans Elastic, il faut forcer le mapping, c'est mieux. Alors là, j'aurais pu changer la similarité, mais bon, j'ai pris du cosinus. Et truc que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez vu dans mon document source, je lui ai dit tu vas m'exclure le champ audio embedding. Donc c'est plus la peine de me le restituer, de me le stocker dans mon document JSON, ça sert à rien. J'enlève. Alors j'ai des petits scripts, ça liste les fichiers audio qu'il y a sur mon disque dur. Celui-là, ici, il va générer les embeddings à partir d'un fichier audio. C'est exactement ce que je veux faire. Donc je vais lire mon fichier audio. Ici, je pense que je prends seulement une des deux pistes. Je pense que c'est ce que ça fait, ce truc-là, derrière. Et puis toute l'intelligence, elle est là. J'appelle mon modèle. Je lui dis, tu me fais de l'inférence sur la piste audio que tu as et tu me récupères un tableau de vecteurs. Et ce tableau de vecteurs, voilà, il faut le normaliser, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et derrière, je stocke. C'est donc la méthode store in Elasticsearch qui va me prendre une chanson en entrée, donc le titre. Je lui passe le tableau de vecteurs, le chemin, enfin les caractéristiques que je veux indexer. Et puis il fait simplement un appel classique à Elasticsearch, un JSON de base, quoi. Alors ça, je vais vous le montrer après. C'est la recherche, la partie recherche. Donc, je vais lister les fichiers audio que j'ai sur mon disque dur. Voilà mes fichiers audio. Et ce que je fais, c'est que pour chacun des fichiers audio, tu me génères les embeddings. Donc ici, mon tableau de vecteurs. Et puis ensuite, tu me stockes dans Elasticsearch ma chanson avec le tableau de vecteurs. Donc je dis, vas-y, fais-le. Donc là, pendant qu'il le fait, on le voit, là, il est en train de le faire. Et vous voyez là, ces valeurs, ça, tout ça, ben justement, c'est la représentation sous forme de vecteur de mon fichier audio. Ok, donc ça c'est fait. En passant, tiens, on va regarder un truc. Si vous allez sur le GitHub de ce projet, de ce modèle, donc ils ont un truc public, et ils vous montrent ce qu'ils prennent en compte pour faire leur classification, finalement. Je sais pas mieux l'exprimer que ça, mais peut-être qu'un data scientist pourrait l'expliquer mieux que moi. Ça. En gros, est-ce qu'on a quelqu'un qui parle, un homme qui parle, une femme qui parle, un enfant qui parle? Est-ce que c'est une conversation? Est-ce que c'est quelqu'un qui crie? Est-ce que c'est quelqu'un qui rigole, un bébé qui rigole, qui pleure? Une femme qui chante, un homme qui chante? Est-ce que c'est quelqu'un qui renifle, Je suis tombé sur quoi tout à l'heure? Hier? Ouais. Bon, il fait ce qu'il veut. Après, on est un peu plus dans le son. Hein. Est-ce que j'ai du clap, du... Tac. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? C'est sympa. Vous allez voir. Ouais, donc les animaux, quel type d'animaux il peut y avoir, blablabla. Et là, est-ce que j'ai une guitare? Est-ce que j'ai de la musique? Est-ce que c'est un instrument de musique? Est-ce que c'est de la guitare? Est-ce que c'est de la guitare électrique, de la basse, de la guitare acoustique? Enfin, voilà, tout le modèle, il a été entraîné pour être capable d'identifier quelque part toutes ces caractéristiques de la musique. Donc on n'est pas sur les notes de musique, on est sur le son lui-même. C'est pas de la musique, en fait, c'est du son. Mais sur mon exemple,
vous faites pas avoir par les exemples, hein, testez avec vos propres données, évidemment. Ça marche. Donc, moi, ça me correspond plutôt bien. Donc, voilà le modèle. Et ensuite, le but, c'est de faire une recherche. Donc, je vais lui proposer un fichier audio. Donc, c'est comme si j'avais chanté dans mon téléphone, là. Ok, ça m'a fait ce fichier Wave. J'étais à fond, hein, j'ai fait ce que j'ai pu, voilà, j'ai chanté comme je pouvais. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je génère mes embeddings, je passe par le même modèle, hein, évidemment, donc je génère mes embeddings. La représentation de ma voix sous forme de vecteur, c'est ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ça. Voilà mes vecteurs. Et donc, je vais faire une requête dans Elasticsearch, je vais l'exécuter, avec ces embeddings. Alors, à quoi ressemble cette requête? Je vais vous montrer le code maintenant. Vous allez voir, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, c'est une requête booléenne. Je veux vérifier que le champ existe au moins avant de faire du calcul de vecteurs dessus. Bon, pourquoi pas. Et puis, je lui dis, bah, tu dois faire une recherche KNN sur le champ qui contient mon audio sous forme de vecteur. Et voici le tableau de vecteurs que je te passe. Et puis derrière, c'est une requête classique dans Elasticsearch avec ma query. Donc, rien de sorcier, vraiment très simple. Donc ce truc-là, il a été exécuté. Il est là. Et je vais vous afficher les 5 premiers hits. Okay. Alors ce qui est amusant, donc j'ai moi-même. Par contre, je suis choqué, parce que je ne suis pas à 100%. Moi-même devrait être égal à moi-même. Et c'est un bug. En faisant cette démo, j'ai découvert ce bug, c'est que je devrais être... en version 8.11, j'ai été à 100%, et depuis je suis passé en 8.12 et puis maintenant 8.13, eh ben, j'ai une petite imprécision pour moi-même. Vous verrez dans l'autre démo qu'on sera à 100%. Donc je ne suis pas égal à moi-même. Voilà. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est pas le premier. C'est sûr que là, je l'ai éliminé parce que c'est moi-même dans mon cas. Mais c'est le deuxième. Donc celui-là est à on va dire 94% similaire. Je ne sais pas si on peut dire pourcent, mais dans l'idée, c'est ça. A priori, c'était quelqu'un qui faisait du humming, qu'importe. Et là, c'est le fichier en question. Donc on va l'ouvrir, on va voir ce que c'est. Alors encore une fois, on n'est pas sur les notes de musique, mais on est sur le fait que ce soit un homme. Visiblement, j'ai une voix d'homme aussi, puisque ça avait l'air de correspondre plutôt à ce modèle-là. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on a les vecteurs proches, parce qu'il n'y a pas d'autres instruments en jeu. Si je prends celui d'après... Donc il y a effectivement un peu d'acapella, mais il y a aussi une petite ligne de basse et puis d'autres instruments donc, qui ont sans doute éloigné le vecteur de mon propre vecteur, du coup ce qui le rend de moins significatif. Puis après, plus on va s'éloigner dans la liste, hein, moins ça va correspondre. Alors, il y a un petit peu de batterie aussi, peut-être plus de la musique, peut-être plus l'acapella, donc ça fait peut-être encore plus loin. Là, le dernier, c'est quoi? Je me suis dit, j'ai une voix de chanteur d'opéra, c'est vraiment super, je suis pas très loin quand même. Mais non, pas du tout. Aucun rapport. J'essaye avec une autre musique juste pour voir. Ah, il a coupé l'enceinte. Il n'en veut plus. Elle n'était pas chargée peut-être. Si ? Il y a un revenu ? C'est bon. Ouais. Voilà. Donc, je ne sais pas, instrument mal accordé, j'en sais rien, mais en tout cas, on a du violon, ce qu'on peut dire. On génère les embeddings, même principe, on fait notre requête dans Elasticsearch, je récupère les 5 premiers résultats, vous voyez, cette fois, j'ai du 100% sur le premier, donc je ne sais pas pourquoi, moi, ce n'était pas le cas. Et donc, on va écouter la deuxième. On n'est pas du tout sur les mêmes notes, on ne fait pas du Shazam. Là, notre modèle, ce qu'il nous donne, c'est en gros les instruments. Bah oui, il y a bien des violons, des trucs comme ça ressemble. Donc c'est pour ça qu'il est sans doute le document le plus proche dans la liste.
Voilà, Saxo, etc. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah bon, bref, vous avez compris, je ne sais pas si c'est pertinent ou pas les résultats, mais l'idée c'est qu'on a joué avec des vecteurs, c'était surtout ça que je voulais vous montrer. On a joué avec des vecteurs pour indexer n'importe quoi, à partir du moment où vous avez trouvé le bon modèle, et être capable de le rechercher sur n'importe quoi. C'est ça la puissance. Alors, on a vu l'arrivée des LLM qui sont arrivés avec la sortie de ChatGPT. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la réaction de beaucoup de gens. C'est bon, les moteurs de recherche, c'est mort, on n'aura plus jamais besoin de moteurs de recherche. Ils vont tous s'éteindre. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que bah non, pour moi, c'est l'inverse qui s'est passé. Ça a créé beaucoup d'engouement des entreprises, notamment, qui jusqu'à présent avaient une barre de recherche, puis leur donnaient pas beaucoup d'amour à cette barre de recherche. Ça faisait le taf. On cherchait, on donnait des trucs. Puis avec l'arrivée de ChatGPT, les gens ont commencé à réfléchir, les product owners, etc. Ils ont commencé à réfléchir en disant mais peut-être que nos clients, ils auraient envie de poser des questions en langage naturel sur nos données, puis interagir un peu plus avec nos données, puis leur donner des réponses non plus qui sont des documents, mais peut-être des résumés des documents, ou ce genre de choses. Donc au contraire, on voit chez Elasticsearch, ça a donné énormément d'intérêt, et le nombre de demandes qu'on a autour de ce sujet-là est très très important. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux ce soir. C'est peut-être pour le mot recherche ou le mot AI. Alors, ça fait quoi les LLM? En gros, c'est assez simple. Vous posez une question, vous envoyez votre question à votre LLM favori, il a été entraîné sur des données Internet publiques, et ça va vous donner une réponse. Alors pourquoi je dis une réponse? C'est parce que c'est peut-être pas d'abord la bonne réponse, et surtout c'est peut-être pas la bonne réponse pour votre cas d'utilisation. Okay. Vous faites un site de cuisine, vous pouvez poser une question qui n'a rien à voir avec la cuisine, et il va peut-être vous sortir autre chose du coup, parce qu'on n'est pas dans le contexte métier. Puis moi ce que j'aime pas dans les LLM souvent c'est le ton de confiance de la réponse. Je t'assure que c'est ça la réponse. Donc je dis à mes enfants, pour mes enfants en exemple, mais c'est le cas, je leur dis prenez le ChatGPT et autres comme un pote. Vous pouvez douter de votre pote. Il a beau vous dire qu'il est affirmatif, c'est qu'un pote. Hein. Donc voilà. Et le ChatGPT, c'est pareil. Il donne plutôt des bonnes réponses, mais voilà, il faut quand même des fois s'en méfier. Donc il y a quelque chose qui, à l'époque, n'était pas terrible, mais maintenant ça va. Quand je lui demandais quelle était la version courante d'Elasticsearch, à l'époque, avant qu'ils aient fait des modifications, ça me disait c'est la 7.10.2. Oui, 7.10. Et puis point. Maintenant, il dit non, il est plus cool. Maintenant, il dit non, d'après ce que je sais, quand j'ai été indexé, en gros, c'est la version 3.5. Quand j'ai été indexé en janvier 2022, c'était la 7.10, mais ça a peut-être changé. Donc maintenant, il est honnête. Il est honnête. Mais il y a une autre question que j'aimerais poser. C'est combien d'argent j'ai sur mon compte Revolut personnel? Il me dit, je suis désolé, je ne peux pas t'aider. Alors, je lui ai posé la question, hein, pourquoi tu ne peux pas m'aider? Parce que je n'ai pas accès à tes informations personnelles sur le détail de ton compte Revolut. Heureusement. Je ne veux pas que tu aies accès à mes détails bancaires et à toutes mes informations. Pour autant, j'aimerais bien dialoguer avec mon compte bancaire et poser des questions. Donc comment je peux faire pour résoudre ce problème? Je peux faire du RAG. Vous avez vu Guillaume Laforge qui est venu vous voir à Lyon Jeune, non? Ok. Parce qu'il avait peut-être fait un sujet là-dessus aussi. Donc l'idée du RAG, c'est quoi? C'est toujours vous posez votre question, mais au lieu de l'envoyer au LLM, vous allez l'envoyer sur votre moteur de recherche préféré. Elasticsearch, évidemment, on ne va pas se mentir. Avec de la recherche vectorielle, avec de la recherche littérale, avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, toutes les combinaisons que vous voulez de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et ça va chercher sur vos données métiers. Okay? Donc ça vous renvoie un résultat. Mais un vrai résultat pour le coup, sur vos données métiers, sur votre contexte. Et ce contexte métier, vous allez, et les réponses, vous allez les fournir au LLM avec un prompt qui va bien, et vous allez lui dire, voilà la question que je t'avais posée, voilà maintenant les documents que j'ai trouvés moi dans mon dataset qui correspondent, et fabrique-moi une réponse, mais seulement là-dessus, ne va pas inventer et halluciner et m'inventer autre chose. Voilà, c'est le contexte sur lequel tu dois bosser, c'est ça. Et donc, ça va vous donner la bonne réponse, on espère. Donc, je vais vous faire ça sous forme de démo. Donc là, j'ai mis juste 3 fournisseurs, mais maintenant, il y en a plein d'autres. Il y a Cohere aussi, il faudrait que je mette à jour ce slide. L'idée, c'est quoi de la démo? C'est que on a pris des documents de notre wiki
Donc vous prenez ce que vous voulez en tout cas. On les a crawlés avec notre crawler web et on les a stockés dans Elasticsearch. Et là-dedans, on a fait plusieurs choses. On les a stockés tels que, on les a stockés avec la recherche littérale, on les a stockés, enfin indexés plutôt avec la recherche vectorielle. Voilà, on a utilisé des modèles de machine learning, embarqués ou pas, enfin qu'importe. Et l'idée, c'est qu'on pose une question, donc sur nos données, on va faire du LangChain. En Java, on a LangChain4j, donc vous aurez encore cette présentation en juin, mais c'est le même principe. Donc on envoie notre requête à LangChain finalement, qui lui va déléguer ça, appeler au data store qui a les vecteurs notamment, donc à Elasticsearch. Il va lui poser la question, il va renvoyer la réponse, et puis ensuite avec la réponse, on a fabriqué un prompt là-dedans. Et dans ce script, on pose la question à OpenAI qui va nous renvoyer une réponse qui est intelligible et qu'on va renvoyer à l'utilisateur. Donc le cheminement, c'est ça. Alors des fois, j'ai des surprises. Donc là, je suis connecté sur mon service et je vais lui poser une question déjà. With Thomas Pesquet. Alors ça dépend des fois du fournisseur que j'ai. Alors là, j'aime bien sa réponse pour le coup, parce qu'il me dit je sais pas, parce que dans les informations que tu m'as transmises, je n'ai pas cette réponse. En fait, ChatGPT, ou là c'est qui Azure OpenAI, il sait très bien qui est Thomas Pesquet. Mais dans mon contexte métier, ça n'a aucun intérêt. Okay. Et donc, moi en fait, ce que j'ai envoyé au LLM, c'est ces documents qui matchaient pour une raison que j'ignore. Alors peut-être qu'il y a un Thomas là-dedans, peut-être qu'il y a un Pesquet, mais en tout cas, il n'y a sans doute pas une personne qui s'appellerait Thomas Pesquet, peut-être dans mon contexte. Donc il n'a pas trouvé, malgré le fait que j'ai envoyé ces deux documents qui avaient l'air de matcher, ou il a peut-être matché sur Who et Is, hein, pourquoi pas. Mais voilà, le LLM, en tout cas, c'est plutôt bien comporté. On va poser une autre question. What is NASA? Vous allez me dire, je reste toujours dans l'espace, mais... Alors pour vous, c'est quoi NASA? C'est l'agence spatiale, normalement. Non, dans notre contexte à nous, chez Elastic, en fait, c'est la région nord-américaine et sud-américaine d'un point de vue organisationnel et commercial. Donc c'est pas une hallucination, il nous donne vraiment le vrai résultat dans mon contexte métier. Et pourtant, la réponse, elle est bien structurée. On peut changer de truc, je vais aller voir chez Cohere, par exemple. Je prends celui-là, je vais lui poser la même question, on va voir, il va peut-être me donner autre chose, avec les documents que je lui donne. S'il veut bien. Voilà, je sais plus, l'autre fois ça n'avait pas marché, je sais pas pourquoi. Voilà, ok. Bon, il me donne une autre information parce qu'il a extrait toujours avec les mêmes documents pourtant, hein, et voilà, il m'a extrait d'autres infos. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il vous donne le lien. Je lui ai envoyé des documents et dans le prompt, on avait dit surtout, tu vas nous donner les liens sur les documents que tu as utilisés pour fabriquer ta réponse. Donc en plus, on donne à l'utilisateur un vrai contexte, il peut aller vérifier si on n'a pas raconté n'importe quoi. Ok. Bon, je vais poser une autre question. Je vais dire comment ça marche la rémunération pour les ingénieurs. Alors là, vous avez vu, Cohere, il est super rapide quand même. Hein. J'ai remarqué par rapport à d'autres, il se comporte vraiment super vite, je trouve. Il me dit, je suis désolé, j'ai pas cette info. Par contre, j'ai trouvé des infos sur voilà, la carrière et tout ça. Donc effectivement, dans les documents qu'on a envoyés ici, vous voyez, j'ai ces deux documents. Il a été capable de me dire, je n'ai pas l'info pour dire comment marche la rémunération chez les ingénieurs. Alors pourquoi il n'a pas été capable? Parce que là, je suis connecté en tant qu'ingénieur. Et donc j'ai un filtre sur mes documents qui dit que en tant qu'ingénieur, j'ai le droit à un subset des documents, j'ai pas le droit aux documents RH par exemple. Par contre, si je mets en tant que manager, j'ai accès à plus de documents. Donc du coup, ma recherche dans Elasticsearch va ramener plus de contenu. Et là, il me dit, ok, voilà comment ça se passe, la compensation pour ces trucs. Et effectivement, j'ai accès à ce document maintenant. Donc on a combiné, vous avez vu, la recherche dans Elasticsearch et puis notre LLM favori qui nous donne le résultat. J'ai souvent la question, oui, mais là, quand même, tu envoies de la donnée d'entreprise à l'extérieur via une API. Alors, oui, c'est vrai. Donc, vous avez une autre possibilité, c'est de faire ça en privé, avec Llama, par exemple, que vous pouvez faire tourner sur vos machines, ou Mistral. Donc, je vais tester celui-là. Alors, c'est un peu plus long.
plus ou moins lent. Mais là, pour le coup, on est resté dans notre infra, peut-être avec moins de, je sais pas, du texte qui est peut-être moins chiadé ou qui va peut-être moins bien répondre ou que sais-je, mais voilà. Puis on change du Llama 3, pareil. Ah oui, ça prend un peu plus de temps. Mais bon, ça donne quand même une réponse et c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc maintenant, avec l'arrivée des modèles que vous pouvez faire tourner en local sur vos laptops, si vous avez un peu de ressources, quand même, ouais, ça peut devenir intéressant. Je rêve qu'un jour, quand on démarre un Elasticsearch, il y a un Ollama qui tourne à côté et puis que directement, maintenant, l'utilisateur n'ait même plus rien à faire et ça serait vraiment chouette, ce truc-là. Alors, il est où? Non, c'est pas ici. Petite conclusion sur ce qu'on a vu. Donc, pour faire de la recherche vectorielle, on va dire, vous avez besoin d'une database vectorielle. Donc, j'espère que je vous ai montré qu'Elasticsearch est une database vectorielle, maintenant, si vous ne le saviez pas. Donc, il faut être capable de stocker et de chercher des embeddings, des vecteurs. Il faut éventuellement, optionnellement, être capable de créer des embeddings. Donc ça, c'est avec la licence commerciale. Vous pouvez créer des embeddings à la volée, mais sinon, vous le faites à l'extérieur. Pourquoi pas. Et puis, pour faire en fait un moteur de recherche sémantique, il vous faut plein d'autres choses, pas que ça. Ça, c'est pas suffisant. Il vous faut ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le document level security. Ouais, certains utilisateurs ont droit à des documents et pas d'autres, par exemple. Il vous faut être capable de faire de la recherche sur plein d'autres choses, par exemple sur des données géographiques, sur des dates, sur plein de choses, pourquoi pas. Avoir un écosystème qui est suffisamment développé. Bon, bah, l'écosystème d'Elastic, il est hyper développé, vous savez. Voilà, être capable de faire de la combinaison de recherche du texte et du vecteur. Donc, voilà, tout ça, c'est ce que est capable de faire un moteur de recherche sémantique. Donc ça sera ma conclusion, et je ferai une petite démo quand même bonus après. Donc vous savez qu'Elasticsearch est fait pour faire de la recherche, mais j'espère que maintenant vous savez que c'est aussi pour faire de la recherche sémantique. Alors, petite démo supplémentaire, bonus. Parce qu'on utilise en fait tous ces principes que je vous ai décrits dans nos propres solutions élastiques. On a notamment, dans les solutions, c'est des verticaux. On package tout un ensemble de fonctionnalités depuis Kibana jusqu'au l'outil d'ingestion. Donc on a une solution pour l'observabilité, on a une solution pour la sécurité. Et donc on a sorti il y a cette semaine quelque chose qui s'appelle Attack Discovery, ce que je vais vous montrer. C'est l'intégration en gros de la recherche vectorielle des LLM pour une solution technique très précise. Donc là, quand vous allez sur notre SIEM, donc il y a un SIEM gratuit dans Elastic, si vous pouvez le démarrer. Vous allez dans le SIEM, vous allez voir que vous avez 30 alertes. Okay. Donc on peut aller voir le détail de ces alertes. Hop, ici, si on clique ici. OK. Et donc on voit la liste de toutes les alertes. Bon, bah super, vous arrivez le matin, vous avez ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez ouvrir une des alertes une à une et dire OK, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Je fais mon analyse, etc. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire non, on va aller dans Attack Discovery. On a dit, on avait 30 alertes. Là, vous choisissez votre LLM favori. Ça, c'est dans la version payante. Pour s'interfacer avec un autre LLM, c'est dans la version payante, ce truc-là. Et vous lui dites, OK, on va générer une sorte de résumé des alertes qu'on vient de voir. Donc, il va classifier en retour. Ça, c'est le prompt qu'on a fait qui permet de faire ça. Il dit OK. Il a réussi à classifier qu'il y avait 3 types d'attaques différentes, on va dire. Et puis, on peut en déployer une. Alors, on voit rapidement que, dans le résumé, qu'il y a eu une attaque sur cette machine-là par cet utilisateur-là. C'est lui qui a exécuté l'attaque. Mais surtout, ce qui est sympa, c'est que là, on a tout ça. Toute cette information qui est compréhensible par un utilisateur. C'est le LLM qui l'a généré, en fonction des données qu'on lui a envoyées. Et donc, il nous a fait un résumé qui est très, très compréhensible. Ce point exe, qui a chargé une DLL non trustée, blablabla. Et voilà, qui a fait plein de choses. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir créer ensuite ce qu'on appelle un cas. Non, il est mon bouton, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ouais, peut-être là.
hop, on fait investigate in timeline. Et ce qu'on peut faire, c'est surtout add to new case. Et new case, c'est quoi un case chez nous? C'est un moyen de documenter des alertes, des attaques. Donc, ça a été rajouté. On peut voir le case. Et donc, le case qui a été créé, c'est ni plus ni moins qu'un copier-coller de ce qui est en sortie du LLM. Et clac, on le met là-dedans. En plus, vous pouvez interconnecter notre gestion des cases avec votre outil externe. Je sais pas, vous faites du ServiceNow ou n'importe quoi, hein, votre outil d'analyse d'intrusion, par exemple, préféré. Enfin, ou pas d'intrusion, mais de traitement de l'intrusion, l'info. Vous pouvez le faire avec ça. Vous continuez. Et puis, on peut aller un peu plus loin. On peut lui dire, OK, ces alertes-là, donc maintenant, je sais ce qui s'est passé. Je vais essayer d'avoir un dialogue, un chat avec mon assistant de LLM. Donc, on a un contexte qu'on lui fournit. On lui a créé un contexte qui est là. Donc, c'est exactement le texte qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est le contexte. Et on peut lui poser une question. Comment je peux réparer le problème maintenant? Qu'est-ce que je devrais faire? Donc, soit vous allez dans votre LLM préféré, vous faites un copier-coller, tout ça, ou sinon, vous faites OK, donne-moi la réponse. Donc voilà, il vous dit, voici ce que je t'invite à faire. Tu devrais isoler le host, tu devrais stopper le processus qui s'appelle blablabla, tu devrais investir. Enfin, donc tout ça, c'est de la connaissance qui vient d'Internet, on va dire, finalement, qui est packagée pour nous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ajouter au cas qu'on avait créé tout à l'heure. Et si je revois mon cas, maintenant, j'ai mon cas qui a été complètement complété. Donc j'ai le lien avec toutes les alertes qui correspondent. Je peux aller voir individuellement les alertes. J'ai la documentation sur le cas, qu'est-ce qui s'est passé, et la solution de rémédiation qui est proposée aux ingénieurs système qui vont prendre le traité derrière, pourquoi pas le cas. Et je pense que c'est tout. Donc voilà, et on fait pareil pour l'observabilité. Vous pouvez poser la question, qu'est-ce qui s'est passé à 4h du matin ? Ah, il y a eu un ralentissement de tes services, c'est la base Postgre, je vois que tu avais un PG backup qui s'est lancé en même temps, peut-être que c'était un backup que tu étais en train de faire, et puis voilà, vous dialoguez avec le chat, et puis vous allez explorer votre truc. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Parce que vous avez été très sage. Vous ne m'avez pas interrompu. Hier, ils m'ont... Non, avant-hier, ils m'ont interrompu tout le temps. Mais c'était bien, hein, j'aime bien. S'il y a des trucs pas clairs en passant. Ouais, c'est juste pour l'enregistrement, le micro. Merci déjà en fait pour la présentation. J'ai appris énormément de nouveautés par rapport à Elasticsearch et tout ça. J'ai juste une question en fait par rapport à l'avant-dernière démonstration dont là on utilisait la capacité de recherche vectorielle d'Elasticsearch avec les LLMs et tout ça. Donc du coup, quand on voulait faire de la recherche, on entrait par exemple le input qu'on voulait chercher, et puis qu'on faisait des recherches sémantiques sur Elasticsearch, et puis on récupérait les documents qu'on envoyait au modèle de LLM pour faire en fait la recherche. Sur l'interface, on affichait le résultat du LLM, et aussi en bas on a les documents en fait qui correspondent. Est-ce que vous avez demandé genre au LLM de vous renvoyer en fait les documents sur lesquels il a trouvé les résultats? Dans le prompt, on met ça. D'accord. On lui dit, tu dois nous sourcer de la liste des 5 documents que je t'ai envoyés, tu dois nous sourcer d'où tu as pris tes réponses pour fabriquer ta réponse. Enfin, d'où tu as pris l'info pour fabriquer ta réponse. D'accord, On le met dans le prompt. C'est ça que je dis. En fait, supposons que si on a beaucoup de documents, ça veut dire qu'en fait, le retour, en fait, le résultat de LLM, est-ce que ça ne va pas poser un problème? Alors, en fait, le truc, c'est qu'on ne va pas renvoyer tous les documents qui matchent. On va renvoyer les plus importants. D'accord. Donc avec la notion de pertinence qu'on a de base dans Elasticsearch avec la recherche lexicale ou en plus avec la recherche vectorielle, on va renvoyer que les 5 premiers ou les 10 premiers. Plus tu réduis le nombre de documents, moins ça te coûte cher aussi en interrogation du LLM parce que tu payes au token, et donc plus tu vas envoyer de tokens, plus ça va te coûter cher. Donc tu as peut-être intérêt à réduire la surface. Nous là, je ne sais pas si on en envoie maximum 3 ou 5, mais on ne doit pas envoyer grand-chose, je pense. C'est 3 exactement. Je m'étais dit, en fait, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, possibilité, comme ce sont des documents qu'on a indexés sur Elasticsearch, s'il y a plusieurs documents, on demande genre au modèle de nous renvoyer peut-être juste les ID, et nous, on peut récupérer en fait ces documents sur Elasticsearch, on les appelle comme ça ne va pas nous coûter
Mais cher modèle en alors, fait. qui appellerait dans ce cas-là les documents? C'est le LLM qui devrait... Non, le LLM nous renvoie par exemple juste les ID des documents sur lesquels il a trouvé, au lieu de nous renvoyer. S'il n'a pas de texte, il ne peut pas te faire de résumé de texte? Non, en fait, on va lui renvoyer tout le texte, mais en fait, comme le texte qu'il va nous renvoyer, ça va aussi coûter en fait. Donc nous, on a envoyé beaucoup de textes, au lieu de nous renvoyer en fait tout ce texte, nous dire voilà les ID en fait de tel document. Je sais pas, C'est ce qu'il fait en fait. C'est que quand il nous dit voici les documents que j'ai trouvés, que j'ai utilisés pour fabriquer ma réponse, c'est que quelque part il t'a renvoyé les ID des documents qu'il a trouvés. Ah, je pensais en fait qu'il renvoyait tous les documents. Ah non, en fait. non, il renvoie que les ID des documents et puis nous, et après, puis derrière dans l'interface, on lui affiche le lien. C'est juste ça. Oui. D'accord. C'est bon. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je sais pas s'il y a quelqu'un. D'autres questions? Ouais. À droite. Passez le micro. Par rapport aux attaques de type injection qu'on a vu fleurir là, sur les LLM, j'ai l'impression que là, vu que ça combine plusieurs choses, il y a de la structure qui est donnée. Est-ce que vous avez regardé si ça peut aider à protéger de ces choses-là ou... Bah, alors, je n'ai pas la réponse honnêtement à ta question. Je suppose que oui, ça aide, puisque comme tu fournis un contexte qui est très restreint sur un dataset qui n'est que à toi, et c'est toi qui fais le prompt, et c'est pas l'utilisateur qui fabrique le prompt, normalement il devrait être très restreint, il n'a pas vraiment de capacité. Alors si peut-être dans la question qu'il a envoyée, puisqu'on envoie aussi la question au LLM, donc peut-être que c'est le vecteur d'attaque qu'il y aurait, c'est en essayant de tricker un peu la question peut-être, mais ouais, j'ai pas la réponse, je sais pas si on a fait des tests là-dessus, mais aucune idée. Merci. On repart de l'autre côté. Je prends mon micro passant. Pas encore. Oui, j'avais une question par rapport à la communication avec les LLM. Vu qu'on a vectorisé les données en interne, c'est pas possible de discuter directement, de passer directement des données vectorisées plutôt que de passer les données en full texte. Alors, je pense que tu pourrais, à condition que tu utilises le même générateur de vecteurs que le LLM a. Et comme les OpenAI sont capables de faire de la génération d'embeddings, donc dans ce cas-là, ça pourrait marcher, ce que tu décris. Je ne sais pas si ça le ferait, mais ouais, ça ne me paraît pas impossible. Parce que ça éviterait ça enverrait moins d'informations directement, plus d'essence que d'informations. Oui, mais pour autant, ce que tu enverrais, c'est juste des vecteurs et c'est pas le texte lui-même. Et ce qui nous intéressait, c'était le contenu. La façon dont on a trouvé le texte, c'est via les vecteurs, mais ce qui nous intéresse, c'est le texte. Donc ça, on est quand même obligé de l'envoyer au LLM pour moi, parce que sinon, tu perds une notion d'info. Et il ne faut pas oublier que, je ne vous l'ai pas dit, mais évidemment, quand on envoie à notre génération des embeddings, on n'envoie pas tout le document. On envoie par bout de chunk, qu'on appelle, donc des petits bouts de documents. Il faut découper le document en plusieurs parties. Donc, si tu veux faire un résumé de tout ton document, tu as peut-être intérêt à tout envoyer, ou au moins les chunks dans lesquels ça apparaît. Mais je ne sais pas. Oui, ah non. Attends, parce qu'il y a quelqu'un derrière, il faut parler dans le micro, c'est pour ça. Dans l'exemple où on enrichit les résultats avec un chat GPT ou un LLM, on peut voir l'exemple du prompt qui est envoyé? Non, malheureusement, je ne l'ai pas. Non, c'est pas secret. Il y a un blog post sur le site d'Elastic qui décrit exactement comment ils ont implémenté ça. C'est pas ma démo. Mais effectivement, ça fait 3 fois sur 3, là, en 3 jours. On me demande la même question, donc j'ai demandé aux développeurs s'ils pouvaient mettre un mode debug un jour, où je peux montrer exactement le prompt qui est fabriqué, les documents qui sont envoyés, de façon à ce qu'on voit dans le détail ce que c'est. Mais il y a un blog post, sur notre site, on a un truc qui s'appelle Search Labs, sur notre site, et là-dedans, il y a la description de cette implémentation. Oui, moi j'avais une question sur le RAG là qu'on a vu tout à l'heure. En fait, quand on l'injecte dans OpenAI, il tient quand même compte de son contexte à lui. Alors c'est simplement parce que le vôtre était plus prégnant devant qu'il est sorti en premier, par exemple pour la NASA. Mais si vous n'aviez pas eu NASA dans votre texte, non. il l'aurait trouvé. Non, parce que dans le prompt, on a dit, si tu n'as pas la réponse dans nos documents... Ah, c'est ça, c'est la restriction que vous avez faite. Voilà, d'accord, exactement. ok, ça marche. Mais ça ne marche pas tout le temps. Il y a des LLM qui sont capricieux. Alors, ils font un peu ce qu'ils veulent. Il est où? Il est là. Ça, c'est fermé. Ah, j'ai trop fermé. Ok. J'arrive.
Elle est où? Les mots. Ici, je crois que quand j'avais pris coer en commande R et j'avais mis who is Thomas Pesquet. Quand j'ai fait la démo récemment, voilà. Donc celui-là, il a dit oui, bah, ton prompt, moi je vais quand même te donner la réponse. Voilà. Donc il faut tuner le prompt. Pour d'autres, ça faisait le cas, c'était pareil aussi, mais mon collègue est allé tuner le prompt justement pour qu'il ne donne pas de trucs hors contexte. Et lui, effectivement, il l'a fait. Là, c'est le cas que tu évoques, où il est sorti de notre contexte, alors qu'on lui avait dit de ne pas le faire. Mais... C'est ça, mais c'est le fait de lui dire de ne pas le faire qui n'existe pas partout. Exactement, ouais, c'est ça. Oui, sinon il hallucinerait des réponses qui sont hors du contexte. Il y avait une question là-bas. Merci pour la présentation. Et justement, toutes ces restrictions qui sont faites au niveau du pré-prompt, est-ce qu'il n'y aurait pas des modèles qui auraient été faits sur du Llama ou sur du Mistral avec du fine-tuning pour précisément ces cas d'utilisation? Ceux-là, les modèles tels qu'ils sont utilisés, enfin, ils font un peu tout, mais ils ne sont pas spécialisés non plus dans une tâche précise. Ouais. Je ne sais pas. Réponse très simple, je ne sais pas. Aucune idée. Merci. Je ne peux pas t'inventer de réponse que je n'ai pas. Là. Bonsoir, merci pour la présentation. Oui, non, t'inquiète pas, il n'y a pas de retour, dans le bon sens. mais ça enregistre. Du coup, là, quand on mixe du coup, les requêtes classiques, littérales, avec du KNN, si on conserve quand même une capacité d'explain dessus, on peut avoir des explications sur comment il a combiné chacun pour... Ouais, c'est une bonne question. J'ai vu passer une issue là-dessus sur le fait que sur KNN, c'était pas encore supporté correctement ce truc-là. Ça y est pas encore. Et ils ont rajouté ça dans leur liste des trucs à faire. Je sais pas si ça a été fait ou pas depuis, mais voilà. C'est intéressant de savoir. Oui, c'est intéressant de savoir, effectivement. Mais pour l'instant, je pense pas qu'on ait accès à cette info, pour l'instant. Ok, merci. Sinon, j'en ai une autre. Vas-y, profite. Tu as le coussin de la parole, vas-y. Sur la quantisation, du coup, donc c'est appliqué pour tout ce qui est vecteur. Est-ce que c'est aussi appliqué sur les autres données flottantes? Non. Finalement, non, c'est que pour les vecteurs. Non, c'est que sur les vecteurs et sur le texte dense. Enfin, le dense. Dense vecteur, pardon. Ok. C'est ça. Merci. Ça m'a ouvert une question sur la quantisation, parce qu'en fait, les vecteurs, on ne connaît pas leur valeur max, donc comment on peut les rapatrier proprement? Ouais, alors c'est calculé, en plus c'est adaptatif ce truc-là, ça se fait automatiquement par segment. Donc j'ai parlé tout à l'heure de segment dans l'UCEN, et quand on fabrique un segment, on connaît la valeur min et la valeur max du segment. C'est par segment alors. Exactement, on le fait. Quand on rajoute un autre segment, il va peut-être avoir d'autres valeurs min et d'autres valeurs max, et quand on va merger l'ensemble, on va recalculer les valeurs min et les valeurs max. Donc c'est fait par segment, et donc on sait le faire. Pour les modèles avec plusieurs dimensions, multidimensions, on a vu qu'on parle encore sur les vecteurs. Pourquoi on ne parle pas sur les matrices? Je sais pas. Est-ce que ça représente pas la même chose? Je sais pas. Une matrice, ouais, c'est ça. Une matrice, c'est un vecteur avec, mais pas beaucoup de dimensions, du coup. Une ligne, ouais. En dimension fois n. Ouais. Oui, je sais pas. Aucune idée. Je vous ai dit, j'ai séché les maths, donc commencez à me poser des questions pièges sur les maths. Juste en fait une dernière question. Bon, avec les versions précédentes d'Elasticsearch, on pouvait en fait par exemple indexer des documents et puis faire passer en fait des pipelines pour faire des traitements sur ce qu'on a indexé. Est-ce qu'on peut faire genre la même chose, indexer d'une manière classique nos documents et faire passer notre pipeline pour faire les embeddings? Oui, donc c'est exactement ça, le truc inférence dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est dans la version commerciale. C'est-à-dire que le truc d'inférence où tu as un modèle qui est chargé dans Elasticsearch, ben ça, il faut que tu aies un nœud de machine learning qui tourne dans Elastic. Et pour ça, tu l'as soit dans le cloud par défaut, c'est natif, ou soit tu l'as avec une licence commerciale. D'accord. Mais oui, oui, tout à fait, on peut.
Du coup, si on peut venir à pousser des documents et finalement brancher sur des pipelines avec les ingest, ce genre de choses, vu qu'on peut faire des processeurs custom en Java, on pourrait très bien arriver à la conclusion de faire du custom embedded tu peux. derrière à fond en fait. Tu Plutôt que peux. de le faire à l'extérieur, précalculé, comme on proposait tout à l'heure, d'envoyer nos documents, avoir un processeur qui fait tout embedded, qui stocke en enrichissant du coup avec notre vecteur dense, si je me souviens du vocabulaire, et en fait on a fait toute la chaîne, mais juste tout en intérieur d'Elasticsearch, en gardant le contrôle sur la logique qui est le métier. Quoi. Il faut juste que tu arrives à charger un modèle machine learning en Java. Ouais, ouais, c'est pas facile. Ok, ça marche. Et alors je sais pas hein, si ça se fait. J'aimerais bien parce que ce que je voudrais faire dans ma démo là, sur le son, j'aimerais bien tout passer ça en Java maintenant, parce que je suis plutôt un Javaïste, je suis pas du tout un Pythoniste. Et donc j'aimerais bien le faire, mais pour l'instant j'ai pas vu encore comment on fait ça. Par contre, dans les dernières versions de Java, comme on a accès à des échanges avec d'autres process, on pourrait faire tourner un truc Python et faire du binding automatique entre les résultats du script Python et Java. Donc peut-être que c'est faisable en activant les previews du JDK en faisant ça, mais je n'ai pas testé ce truc. Ça marche, merci. Ah oui, attends, il y a une question que j'ai pas eue, donc je m'attends. On m'a pas demandé les performances, c'est lent, vous n'avez pas posé la question? Parce que là, c'était rapide, j'avais 10 documents, enfin, il n'y a pas d'exploit, on est d'accord. Ça répondait en 0 millisecondes, c'est bon. On a anticipé la réponse. On a eu un petit peu. Non, en fait, je n'avais pas de réponse jusqu'à mardi. Mardi, j'étais à Grenoble et au Java User Group, il y avait un développeur, notamment Lucene, qui contribue à Lucene, et une autre personne, qui a testé la recherche vectorielle dans Elasticsearch. Donc, il a indexé 30 millions de vecteurs et il a dit que ça allait très vite. Alors, pas à l'indexation, ça lui a pris beaucoup de temps à l'indexation. Au début, il est passé juste sur un seul shard et donc il a mis 24 heures pour indexer en gros ces 30 millions de vecteurs. Et après, quand il est passé sur 4 shards, il a en gros divisé par 4 le temps et donc c'était beaucoup plus rapide. Mais par contre, à la recherche, il était largement en dessous de la seconde, il était à quelques centaines de millisecondes pour sa recherche vectorielle sur 30 millions de documents. Attention, il avait une machine 128 Go de RAM, voilà, et donc c'est aussi pour ça que ça répondait bien, je pense. Et voilà, globalement, même nous, on est hyper surpris par dans nos benchmarks, hein, on a des benchmarks qui tournent toutes les nuits, et on est hyper surpris par la rapidité de tout ça. C'est quand même assez bluffant, et on voit que les investissements faits dans la JVM, faits dans Lucene, portent leurs fruits, donc c'est vraiment chouette. Mais à tester vous-même, hein, ne vous fiez pas à ce que je dis, évidemment. Testez vous-même. Merci de ne pas m'avoir posé la question, mais je l'ai pas posée. Bon, merci. Bonne soirée.